Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de voyager partout dans le monde en dépensant peu d'argent, de vous immerger complètement dans la culture du pays visité et en même temps d'apprendre des choses. Est-ce que vous me croiriez ? Eh bien, je l'espère, car oui, on peut conjuguer tout ça. J'en ai moi-même fait l'expérience à plusieurs reprises. Je veux parler, bien évidemment, du woofing. Si c'est la première fois que vous entendez ce mot, vous vous demandez sûrement ce qui se cache derrière. Il s'agit d'un acronyme anglais qui veut dire Worldwide Opportunities on Organic Farms, ou en français, Opportunités internationales dans des fermes en agriculture biologique. En fait, il s'agit tout simplement de travailler quelques heures par jour dans des fermes en échange du gîte et du couvert. Comment est né ce concept ? Ce concept est né dans la tête d'une secrétaire londonienne en 1971. Lassée de la ville, elle a eu envie de passer ses week-ends à la campagne et d'aider les fermiers en agriculture biologique en échange d'un endroit pour dormir. 50 ans plus tard, le woofing a conquis 132 pays dans le monde. Rien qu'en France, il est possible d'effectuer un séjour dans 2500 fermes. Pour cela, c'est très simple, il suffit de payer l'adhésion annuelle sur le site internet du pays de votre choix. En France, cela coûte 25 € et vous avez alors accès aux fermes disponibles avec leur profil. Photos, type d'activité, présentation de la famille, etc. Vous pouvez alors contacter la ferme qui vous intéresse et voir si c'est possible pour elle de vous recevoir. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai commencé le woofing et comment est-ce que je l'ai découvert ? À l'âge de mes 18 ans, j'ai eu envie de partir voyager pendant les vacances d'été. J'ai expérimenté le rôle de fille au pair en Angleterre, puis en Espagne l'année suivante. C'était un bon compromis pour pouvoir voyager longtemps dans le pays tout en dépensant peu d'argent, mais ça demandait un investissement en énergie énorme, sans compter les responsabilités que ça impliquait de garder des enfants. J'ai donc cherché à continuer à voyager tout en testant une expérience différente. Et c'est là que je suis tombée sur le woofing. Ça semblait parfait pour moi, qui avait envie de contact avec la nature et les animaux, de vivre et de participer aux activités de la ferme et d'être en lien avec les locaux du pays. Entre 2015 et 2021, j'ai été accueillie dans 13 fermes différentes, en Finlande, en Norvège, en France et au Japon. La majorité de mes séjours se sont faits à l'étranger, notamment au Japon où j'ai passé 5 mois. Les séjours que j'ai effectués dans les fermes ont duré entre 7 jours à 3 semaines et je dirais que 95% de ces expériences ont été bonnes. Ce que j'ai aimé en faisant du woofing, c'est de découvrir le travail à la ferme. Alors j'ai participé à des travaux dans des fermes où il y avait de l'élevage de moutons, de chèvres, de vaches, de poules. J'ai également effectué du maraîchage et même du maraîchage en permaculture. Je suis allée vendre des œufs et du fromage sur les marchés. J'ai participé à la cueillette de plantes sauvages et de plantes médicinales. Donc vraiment, en 13 expériences, j'ai pu découvrir différents types de travaux à la ferme. Et tout ça m'a permis d'apprendre des techniques, d'acquérir des compétences. Et je peux vous dire qu'après 6 heures d'affilée à planter des poireaux ou récolter du soja, vous êtes assez rodé. La deuxième chose que j'ai aimée en faisant du woofing, c'est de tisser des liens avec les hôtes. Parce que dans le woofing, il n'y a évidemment pas que le travail. Les moments de vie passés en compagnie des hôtes ont été des moments très appréciables. Je me rappelle de 2 familles où j'étais au Japon qui avaient des enfants, par exemple, et avec qui je m'amusais le soir. Des histoires que pouvaient me raconter les familles dans lesquelles j'étais.
Tout ça permet vraiment de tisser des liens assez profonds avec les personnes qui vous accueillent. Le woofing m'a aussi permis de découvrir la culture du pays ou du lieu dans lequel je restais en totale immersion. Parce que quoi de mieux pour découvrir un pays que de rester avec des locaux? En vivant avec eux, j'ai découvert la gastronomie locale et je me souviens d'un woofing toujours au Japon où tous les soirs on mangeait super bien. L'hôte cuisinait avec les légumes du jardin et j'ai découvert tellement de plats différents. C'était vraiment un régal. Donc ça permet de découvrir la gastronomie locale, mais aussi des lieux un peu plus secrets que je n'aurais pas visités si j'avais été une touriste classique. Parce que les locaux ont évidemment leurs endroits un petit peu secrets, les endroits hors circuit touristique. Et ça, c'est toujours génial en fait de découvrir un pays à travers les yeux des personnes qui habitent sur ce territoire. Et le woofing m'a aussi permis de pouvoir voyager longtemps avec un budget limité et en ayant l'impression d'être comme à la maison. Grâce au woofing, par exemple, j'ai dépensé très peu d'argent lors de mes 5 mois de voyage au Japon. Et le fait d'être dans des familles, ça m'a également permis de me sentir comme chez moi et de moins ressentir la solitude que si j'avais effectué mon séjour complètement dans des hôtels ou dans des auberges de jeunesse, par exemple. Je le disais, la très grande majorité de mes expériences de woofing ont été bonnes. Aujourd'hui encore, j'ai gardé des liens avec certaines familles, mais dans certains cas, ça ne s'est pas super bien passé. Dans une des fermes, j'étais partie en Norvège avec ma meilleure amie et nous avions très peu à manger, alors qu'on faisait des travaux physiques toute la journée. Et si bien qu'on a fini le séjour en étant complètement affamés. Certaines fermes ont aussi tendance à rallonger les heures de travail ou à diversifier les tâches effectuées. Je peux vous dire que faire le ménage n'est pas vraiment dans l'esprit du woofing à la base. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à rediscuter avec les hôtes des conditions. Et puis, ce n'est parfois pas évident aussi de se sentir à l'aise et à sa place lorsqu'on débarque seul dans une famille et qu'en plus on ne parle pas la langue des hôtes. Donc, tout ça permet vraiment de booster les capacités d'adaptation. Si tout ce que je viens de vous dire vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure woofing, pourquoi pas cet été, je vous donne maintenant 6 conseils pour un woofing réussi. Le premier conseil que j'aimerais partager avec vous pour un woofing réussi, c'est d'échanger au préalable avec vos hôtes pour en savoir plus sur les tâches qui vous seront demandées à cette période. Parce que ça peut varier de la description sur la fiche profil du site internet par exemple. Et de vous mettre d'accord avec sur le nombre d'heures travaillées par jour, le nombre de jours de repos par semaine, la période où vous resterez avec eux, etc. Donc vraiment, le premier conseil, c'est de prendre le temps de choisir votre ferme, de discuter avec vos hôtes pour vous mettre d'accord sur différents points et arriver sereinement dans la ferme. Le deuxième conseil, c'est de prévoir des tenues adéquates pour travailler. Ça peut sembler ultra basique comme conseil, mais je vous assure qu'on regrette vite de ne pas avoir pris les bonnes chaussures ou le bon legging quand on passe toute la journée dans un champ. Donc prenez un temps suffisant pour bien prévoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous allez avoir besoin pour ce séjour dans la ferme. Le troisième conseil, c'est d'avoir une bonne condition physique. Le woofing, c'est pas des vacances en mode farniente. Certains travaux demandent de la force ou en tout cas une bonne condition physique. Et je me revois encore en train de récolter des pommes de terre pendant de longues heures avec pour seul outil une pelle. Mon dos s'en rappelle encore. Ou de nettoyer les tables avec une raclette. C'est vraiment des travaux qui demandent une bonne condition physique. Après, on s'habitue au fil des jours, notre corps s'habitue très vite en fait à faire toutes ces activités dont on n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux partir en ayant une bonne condition physique parce que sinon ça va être assez compliqué selon le type de travaux que vous allez devoir effectuer. Le quatrième conseil, c'est de ne pas hésiter à rediscuter avec les autres si les tâches demandées sont trop difficiles ou ne sont pas celles qui vous ont été communiquées à l'avance. C'est pour ça que communiquer, c'est essentiel. Alors parfois, c'est pas facile parce qu'on ne connaît pas trop la personne, on a peur de ses réactions et c'est encore moins évident si on ne parle pas la langue de ses hôtes. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours réussi à me débrouiller pour me faire comprendre avec l'anglais.
il y avait toujours au moins une personne dans la famille qui parlait anglais ou avec des gestes. Et puis, ne pas hésiter à communiquer parce que, en fait, tout simplement, certains hôtes ne se rendent pas compte, ne se rendent plus compte de la difficulté de certains travaux parce qu'ils font ça depuis des années. Donc en fait, ils sont tellement habitués qu'ils peuvent ne pas se rendre compte que ce qu'ils vous demandent, c'est vraiment trop difficile pour vous ou alors qu'ils ne vous ont pas donné assez d'explications. Je me rappelle par exemple, donc là, c'est toujours au Japon dans un autre woofing où je devais en fait, m'occuper de plants de tomates et puis, l'hôte était donc un japonais et il ne parlait pas très bien anglais, donc on a eu du mal à se comprendre. Donc il m'a laissé faire, il m'a dit: «Voilà, tu vas faire ça». Il m'a laissé faire, ce que je devais faire comme activité et puis il est revenu au bout de quelques temps et en fait, j'avais pas fait ce qu'il fallait faire en fait, j'avais découpé des choses qu'il ne fallait pas découper, je ne sais plus exactement et j'avoue que là, on se sent très mal parce qu'on se dit: «Mais mince, en fait, j'ai vraiment fait une bêtise» et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à parler, à rediscuter, à essayer de bien comprendre ce qu'on vous demande et à rediscuter avec eux si c'est trop difficile ou si c'est pas clair parce que, voilà, c'est vraiment essentiel. Le 5e conseil, c'est de ne pas hésiter à partir si on ne se sent pas à l'aise. Ça a pu m'arriver de partir plus tôt d'un woofing parce que c'était trop pour moi et c'est OK. C'est pas un échec, au contraire. C'est important d'écouter ses limites, de se prioriser. Être woofer dans une ferme, ce n'est pas être esclave, c'est avant tout du bénévolat et vous n'êtes lié par aucun contrat avec la ferme. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez vos sensations, écoutez votre intuition. Et si c'est trop pour vous, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est OK pour vous de partir tout simplement. Et enfin, le dernier conseil, c'est de cultiver l'ouverture et la tolérance. Vous rentrez dans l'intimité d'une famille ou d'une communauté qui vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir leur façon de vivre. Le premier réflexe humain que l'on a, ça peut être de juger, de comparer, de se dire « Non mais pourquoi ils font ça comme ça alors que moi je fais ça d'une autre façon ?» Et pour profiter à fond de cette expérience, essayez de laisser tomber le jugement et de garder votre cœur ouvert pour accueillir tout ce qui se présente. Enregistrer cet épisode m'a donné envie de repartir au contact de ces hommes et ces femmes qui travaillent la terre et qui élèvent des bêtes avant tout par passion. Être agriculteur, c'est bien plus qu'un métier, c'est un art de vivre. Et aujourd'hui, l'agriculture biologique, plus respectueuse de l'environnement et de notre santé, a besoin de notre soutien. Alors pour vivre une expérience authentique au contact de la nature et des agriculteurs, pensez au woofing. Si vous avez des questions suite à l'écoute de cet épisode, que vous souhaitez en savoir plus sur le woofing, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.